Hubertine Auclair, discours lors des séances du Congrès ouvrier socialiste de France, 3e session, Marseille, 1879. Citoyens, citoyennes, je viens représenter à ce congrès 2 sociétés de Paris. Le droit des femmes, groupe auquel j'appartiens et qui revendique les droits sociaux et politiques des femmes, et les travailleuses, coopératives féminines de vente et de production. Je viens, toute pénétrée d'estime pour cette grande assemblée. Le premier des corps librement élus en France depuis tant de siècles, qui permettent à une femme, non parce qu'elle est ouvrière, mais parce qu'elle est femme, c'est-à-dire exploitée, esclave déléguée de 19 millions d'esclaves, de faire entendre les réclamations de la moitié des déshérités du genre humain. Écouter nos plaintes, c'est commencer à vouloir être juste. Admettre les femmes au milieu de vous, au même titre que les prolétaires, c'est faire avec elles un pacte d'alliance défensif et offensif contre nos communs oppresseurs. Comme vous, nous avons été victimes des abus de la force. Dans notre société moderne, comme vous, nous subissons encore la force tyrannique de ceux qui détiennent le pouvoir, à laquelle s'ajoute pour nous la force tyrannique de ceux qui détiennent les droits. Avant que vous, hommes, vous conquériez le droit de vous élever jusqu'à vos maîtres, il vous est imposé le devoir d'élever vos esclaves, les femmes, jusqu'à vous. Beaucoup n'ont jamais réfléchi à cela. Aussi bien, si dans cette imposante assemblée je posais cette question « Êtes-vous partisan de l'égalité humaine ?» tous me répondraient « Oui », car ils entendent en grande majorité par égalité humaine l'égalité des hommes entre eux. Mais si je changeais de thème, si, pressant les 2 termes, homme et femme, sous lesquels l'humanité se manifeste, je vous disais « Êtes-vous partisan de l'égalité de l'homme et de la femme ?» Beaucoup me répondraient « Non ». Je vous remercie d'avoir accepté et mis à votre ordre du jour cette question de l'égalité complète de la femme et de l'homme. C'est en provoquer la discussion dans toute la France et en préparer l'expérimentation. Car jusqu'ici, on s'est contenté de nier, sans vouloir approfondir la chose. On trouve bon de faire des recherches scientifiques sur tout. Chaque jour, on découvre aux animaux et aux végétaux des qualités nouvelles. On multiplie les expériences tendant à tirer des bêtes tout l'utile, des plantes tout le salutaire. Mais jamais encore, on a songé à mettre la femme dans une situation identique à celle de l'homme, de façon à ce qu'elle puisse se mesurer avec lui et prouver l'équivalence de ses facultés. On dépense en France des sommes folles pour obtenir certaines qualités, souvent factices chez des races d'animaux. Et jamais on a essayé d'expérimenter avec impartialité la valeur de la femme et de l'homme. Jamais on a essayé de prendre un nombre déterminé d'enfants des 2 sexes, de les soumettre à la même méthode d'éducation, aux mêmes conditions d'existence. Qu'on renverse les conditions, dit un auteur, qu'on mette les garçons de 12 à 16 ans à la cuisine, à la couture, et qu'on laisse les jeunes filles dans les écoles industrielles. Qu'on les fasse entrer en possession de tous les droits qui ont été jusqu'ici le lot exclusif des hommes. Qu'on enserre les jeunes gens dans l'étiquette et les préjugés à l'aide desquels on a garrotté les femmes. Et bientôt, les rapports entre la valeur des 2 sexes seront totalement renversés. Vous ne voulez pas faire cette expérience ? Ceux qui nient l'égalité de l'homme et de la femme sont 99 fois sur 100 des esprits paresseux et superficiels qui aiment mieux prôner des fausses théories que de penser à se faire par eux-mêmes un jugement. Qu'ils réfléchissent, car les idées toutes faites qu'ils préconisent sont exactement pareilles à celles dont les dirigeants se servent pour les maintenir sous leur domination. Ou les femmes sont les égales des ouvriers et des bourgeois, ou les bourgeois, comme ils l'affirment, sont les supérieurs des ouvriers et des femmes. Sachez-le, citoyens, ce n'est que sur l'égalité de tous les êtres que vous pouvez vous appuyer pour être fondés à réclamer votre avènement à la liberté. Si vous n'asseyez pas vos revendications sur la justice et le droit naturel, si vous, prolétaires, vous voulez aussi conserver vos privilèges, les privilèges de sexe, je vous le demande, quelle autorité avez-vous pour protester contre les privilèges de classe ?
Que pouvez-vous reprocher aux gouvernants qui vous dominent, qui vous exploitent, si vous êtes partisan de laisser subsister dans l'espèce humaine des catégories de supérieurs et d'inférieurs? Il y a trop longtemps qu'on fait espérer aux femmes une condition sociale égalée à celle de l'homme. Quand en 1789, Olympe de Gouges présenta aux États généraux au nom des femmes son cahier de doléances et de réclamations, il lui fut répondu qu'il était inutile d'examiner la condition de la femme, attendu qu'un changement complet devant se faire dans la société, les femmes seraient affranchies de l'homme. La Révolution éclate, on proclame les droits de l'homme, le sort de l'homme changé, on sent le besoin de soumettre la France à une législation nouvelle, on y promulgue le Code. Ouvrons-le. Nous y trouverons ceci. Tout Français jouira de ses droits civils. Tout Français jouira de ses droits civiques, 1848. Tout Français pourra être appelé à telle fonction, remplir telle dignité. En lisant Tout Français, on croirait qu'il est question de toute la nation. Point du tout. Cela ne comprend qu'une partie de la nation. Les hommes. Ah, si au point de départ, les femmes pouvaient passer avec les hommes un contrat qui garantit l'égalité de leurs droits. Les différents chefs de groupes socialistes sont loin de reconnaître unanimement notre égalité. Nous ne pouvons compter sur les autoritaires qui, pour nous détourner de ce que nous regardons comme source et principe de droit, le vote, disent « À quoi bon nous disputer les droits civiques? Il n'y en aura pas besoin dans la société future. » Nous n'en sommes pas encore à cette société future. Et pour l'édifier de manière à ce que les femmes ne soient pas lésées, il leur faut le droit de travailler à l'édifier. Il leur faut l'outil qui se trouve au pouvoir de l'homme, le bulletin de vote. Il faut que la femme puisse poser avec l'homme les bases de la société de l'avenir. Car, malheur aux femmes, si n'ayant pas disputé pied à pied leur égalité, elles arrivent esclaves dans un état social meilleur. Les vainqueurs leur donneront bien quelques dons de joyeux avènements, mais au fond, elles resteront les déshéritées, les inférieures. Je dis, malheur à nous, malheur aux femmes, car plus l'organisation sociale future sera satisfaisante, plus elle aura qualité pour prolonger leur servitude. Nous, femmes, nous ne nous occuperons pas d'aider le despotisme à changer de main. Ce que nous voulons, ce n'est pas déplacer, c'est tuer le privilège. Notre affirmation de l'égalité sociale et politique de la femme et de l'homme est, en même temps que l'expression de notre conviction, une protestation de ceux qui, au mépris de la liberté humaine, osent encore, au XIXe siècle, tenter d'assigner un rôle à la moitié du genre humain. Que diriez-vous, hommes, si l'on vous enfermait dans le cercle étroit d'un rôle? Si l'on vous disait « Toi, parce que tu es forgeron, ton rôle est de forger le fer. Tu n'auras pas de droit. Toi, parce que tu es médecin, ton rôle est de soigner les malades. Tu n'auras pas de droit. » C'est aussi logique que de dire « Toi, femme, parce que la nature t'a donné la faculté d'être mère, tu n'auras pas de droit. » La femme est, comme l'homme, un être libre et autonome. À elle, comme à lui, la liberté de choisir la voie qui lui convient. Ces attentats à la liberté de la femme en font une mendiante qui vit aux dépens de l'homme. Nous ne regardons pas le mariage comme une ressource alimentaire offerte à la femme. Nous voulons que, même la mère de tous jeunes enfants, puisse prétendre à l'indépendance économique. Par cette raison qu'être nourrice est une profession rétribuée. Et que si la mère est morte, l'homme restant chargé d'un petit enfant, il lui faudrait payer une femme qui l'éleva. Partageons en deux la somme allouée à cette femme, à la mère vivante, à la nourrice naturelle de l'enfant, revient la moitié de cette somme. Tout travail devant être rétribué, quand la femme prend soin du ménage et des vêtements, elle a le droit de toucher la moitié du prix auquel est évalué ce travail. Peut-être trouverez-vous étrange que je fasse ces divisions entre hommes et femmes? C'est qu'avant tout, j'ai le souci de la dignité humaine. C'est que je crois qu'un homme estimera sa femme, qu'une femme cessera de se croire l'obligée de son mari, quand au point de vue économique, tous deux seront réciproquement indépendants. Je n'admets pas
que l'homme doive seul pourvoir aux besoins de la famille. Toute femme qui, pouvant travailler, trouve plus commode de se faire loger et nourrir par son mari, n'est selon moi qu'une femme entretenue. Mais je vous demande, à vous qui admettez cette hypothèse, la femme entretenue par son mari, je vous demande, qui nourrira la femme avant qu'elle ne soit pourvue d'un mari? Qui nourrira la femme quand elle restera célibataire? Qui nourrira la veuve et ses enfants? Ah, je vous entends. Dans la société future, les enfants seront à la charge de la commune ou de l'État. Mais en attendant que cette société soit mieux organisée, toutes ces catégories de femmes et d'enfants sans travail, ni pourvoyeurs, ont faim. Et quand, à bout de misère, vous les voyez maladives, chancelantes, c'est le travail qui les tue, dites-vous? Ce n'est pas le travail, c'est la pauvreté qui tue les femmes. Ce sont les privations de toutes sortes qu'elles s'imposent pour payer vos vices ou vos plaisirs qui donneront à vos enfants cette figure hâve. Ce sont des privations inhérentes à la pauvreté de la femme que découlent pour des générations le rachitisme du corps et le vide du cerveau. Il faut, et cela sous peine de voir péricliter votre race, il faut changer la situation économique de la femme. Il faut qu'en tout temps, la mère ait une nourriture vivifiante. Car prenons garde, la femme qui ne mange pas à sa faim, la femme qui se débilite, qui se sacrifie, perd avec sa santé la santé de la génération. Nous voulons, pour les femmes comme pour les hommes, liberté de conscience, liberté d'opinion, liberté d'action. Nous réclamons pour les femmes comme pour les hommes voix délibérative dans la commune, dans l'État ou dans le groupe. Parce que dans une vraie république, il n'y a plus de privilégiés. Il n'y a que des intéressés qui, se soumettant aux mêmes devoirs, doivent posséder les mêmes droits. Nous vous adressons à vous, prolétaires, comme à nos compagnons d'infortune, pour appuyer notre droit à sortir de la servitude. Vous êtes électeurs, vous avez la puissance du nombre. Tous, vous êtes femmes par le cœur, vous êtes nos frères. Aidez-nous à nous affranchir. Vous admettez le vote pour les despotes, les prêtres, les soldats, oiseaux de proie affamés de carnage? Vous les distinguez même dans la foule pour leur donner avec le mandat de vous conduire, quelquefois le droit de vous assassiner? Et aux femmes créatrices, aux femmes amies de l'humanité, vous refusez de donner voix au chapitre de vos destinées? L'heure n'est plus au sabre ni à la force. Il ne s'agit plus de porter chez nos voisins la désolation et la mort. Il s'agit de résoudre pour tous la question du bonheur chez soi. Ce ne sont pas les satisfaits de la vie qui aideront les malheureux à changer de sort. Ce sont ceux qui ne peuvent voir souffrir, ceux qui ne peuvent voir pleurer, à savoir les ouvriers et les femmes. Ô prolétaires, si vous voulez être libres, cessez d'être injustes. Avec la science moderne, avec la conscience qui, elle, n'a pas de préjugés, dites égalité entre tous les hommes, égalité entre les hommes et les femmes, ascension de toute la race humaine, unie dans la justice, vers un avenir meilleur.